Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. C'est une affaire très médiatique, l'une des plus mystérieuses de notre époque. Au printemps 2007, Kate et Gerry McCann, un jeune couple britannique, arrivent au Portugal pour les vacances avec leurs 3 enfants. Maddie, bientôt 4 ans, et les jumeaux, Sean et Amélie. Le soir du 3 mai, Maddie disparaît. La planète entière s'est passionnée pour la longue enquête qui a suivi, et aujourd'hui, 17 ans après, une nouvelle piste prometteuse est explorée. Vous écoutez l'affaire Maddie McCann, première partie. Les McCann, c'est un couple de médecins britanniques qui passent des vacances avec des amis en Algarve, qui a 3 enfants en bas âge, 2 jumeaux, cette fillette qui a 3 ans. Praia da Luz, c'est une bourgade qui accueille vraiment ce genre de famille britannique, donc voilà. C'est une station qui est très prisée des Anglais. Timothée Boutry, envoyé spécial pour le Parisien à Praia da Luz. C'est assez joli, c'est pas bétonné du tout, là c'est plutôt assez préservé. Des maisons blanches, pas de gros immeubles, une jolie plage entourée par des falaises, des restaurants sur le bord de mer, une rue piétonne. À l'épicerie de Praia da Luz, tu pousses la porte, tu es au Portugal. Anne-Claire Danel, envoyée spéciale RTL. Mais en fait, tu es au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il y a la presse anglaise, le Sun, le Daily Mirror, il y a les produits anglais, les sodas anglais, etc. Et on sent qu'on est vraiment dans une petite enclave britannique, au bord de la mer, dans l'Algarve, au Portugal. Les parents de Maddie sont en vacances avec plusieurs couples de médecins et ils ont fait le choix de s'installer dans une résidence hôtelière. Alors l'Ocean Club, c'est un resort portugais loué par beaucoup de touristes britanniques. L'ambiance est très safe, très sécure. Et il y a des clubs de famille qui sont vraiment pensés pour la famille. Donc les appartements sont pas très loin de la piscine, pas très loin du petit restaurant. Alors la particularité de l'Ocean Club, c'est que c'est pas une enceinte totalement fermée en fait. Pour avoir accès aux appartements et notamment l'appartement 5A où résidaient Maddie et ses parents, il faut passer par la route en fait. Donc il faut sortir de la réception, remonter une route, tourner et accéder à la porte d'entrée. Le fameux soir de la disparition, comme ils en avaient l'habitude, les parents de Maddie et leurs amis sont allés dîner au bar à tapas qui est au bord de la piscine. Il faut à peine 1 minute pour aller de l'appartement à la piscine. Et lors de cette soirée, comme tous les soirs, ils conviennent entre les parents de faire un tour dans les chambres pour vérifier que tout va bien, que les enfants, ma foi, dorment. Il y a la piscine, en gros, qui les sépare. On est à 70-100 mètres, pas tellement plus. Et ils se disent qu'ils peuvent aller dîner en laissant les enfants là, sans trop de risques. Ils voient l'appartement, mais je dirais de loin, et on voit l'arrière de la terrasse, mais pas du tout la chambre. Évidemment, on peut pas savoir si les enfants dorment. C'est, je crois, à 21h15, Gerry qui se rend dans l'appart, donc toujours cet appartement 5A au rez-de-chaussée de l'Ocean Club. Il se rend compte que tout va bien, il revient à la table. Et puis la deuxième fois, c'est juste après 22h. Donc là, c'est Kate qui y va, et pas de souci côté jumeaux, et elle voit que Maddie n'est pas dans sa chambre. Et immédiatement, elle retourne prévenir les amis, et je crois qu'elle a même un mot « ils me l'ont enlevé, ils me l'ont enlevé ». La gendarmerie locale entre dans cet appartement, ils essaient de regarder un peu partout. Les jumeaux, à ce moment-là, dorment encore, alors qu'il y a les amis des McCann, les McCann, la gendarmerie, tout le monde est dans cet appartement. On se rend compte après que c'est une énorme bêtise, parce qu'on est en train de saccager ce qui est peut-être une scène de crime ou de kidnapping. Et ce n'est que quelques heures plus tard que la PJ, la police judiciaire, arrive enfin sur les lieux. Je commence mon travail de journaliste au bureau de Lisbonne. Lévi Fernandez, envoyé spécial pour l'AFP à Praia da Luz. Et là, on reçoit un message qui nous alerte sur une affaire qui fait la une des télés anglaises sur la disparition d'une fillette en Algarve la veille. Et au Portugal, vraiment personne n'en parle. Aucune télé, aucune radio. Donc on appelle la gendarmerie qui me répond très rapidement que
Effectivement, il y a une fillette qui a disparu la veille, mais que voilà, ils ont entrepris des démarches pour essayer de la retrouver, et rien d'autre. Au départ, ça ressemblait pour moi à une situation banale. Gonçalo Amaral, directeur du service d'enquête criminelle. Dans un village touristique, une enfant a disparu. On ne parlait pas d'enlèvement, rien de tout ça. Je pensais qu'on allait vite retrouver la petite fille dans une des rues du village. Dans ce genre de situation, en tant que policier, on essaie d'être le plus objectif possible. On doit laisser nos émotions de côté, mais j'avais surtout conscience, quand je suis arrivé sur place, que si la petite était en vie, il fallait la retrouver dans les 48 heures. Et il s'était déjà passé presque 24 heures. C'est très pesant pour moi et pour tous mes collègues de voir les heures avancer. À l'époque, il n'existait pas de protocole d'enquête spécifique. Nous avions très peu de disparitions d'enfants. Nous avons mis en place un protocole équivalent à celui que nous utilisons pour un cambriolage. On a photographié les lieux, cherché des empreintes digitales, on les a photographiées. Sur les photos que nous avons prises, on dirait qu'il n'y a personne dans la pièce. On ne voit pas ce qu'il y a derrière l'appareil photo. En fait, il y avait beaucoup de monde dans cette chambre. On voit que le lit de Maddy n'est pas défait et il y a une interrogation sur la fenêtre parce que selon Kate McCann, la fenêtre était fermée quand ils sont partis et là, elle était ouverte. Donc, ce qui accréditerait l'hypothèse d'une intrusion ou d'un enlèvement, mais il n'y a pas de trace d'effraction sur la serrure ou de bris de verre, de fenêtre ou quoi que ce soit. La première chose à faire a été de comprendre ce qui s'était réellement passé. On a vite compris que ces enfants, ce soir-là, avaient été laissés seuls dans l'appartement. Ils étaient restés seuls ce soir-là, comme tous les autres soirs. Jerry et Kate McCann décident de prendre la parole devant la presse. Ils demandent aux ravisseurs de ramener leur petite fille saine et sauve. La scène est assez frappante parce qu'on voit un couple, très souvent ils se donnent la main, ils sont beaux, ils sont éprouvés, fatigués, ils s'expriment très bien. Chaque parent qu'on est s'identifie immédiatement et c'est tout de suite une quête un peu universelle. Et voilà, ce couple qui est à la fois bouleversé, exténué, mais très digne dans l'appel qu'il lance, dès le début, nous marque. Il y a une mobilisation assez importante, notamment de la communauté britannique, évidemment aidée par les gendarmes et les policiers sur place. Ils sont avec des chiens, il y a des équipes cynophiles, il y a plusieurs centaines, il faut bien se rendre compte de policiers et de gendarmes qui sont mobilisés. Et là, ils vont ratisser en fait à la fois la petite ville et les campagnes environnantes. Les faits divers qui concernent les enfants ont légitimement une résonance médiatique qui est plus forte. C'est normal. C'est un peu l'angoisse absolue de tous les parents, donc c'est une histoire universelle. Tout le monde essaye d'avoir des informations. Alors, c'est très compliqué parce qu'au Portugal, c'est vrai que les enquêteurs n'ont pas l'habitude de communiquer pendant l'enquête, en fait. Les sources, très rapidement, bien, ça va être du côté des McCann, qui vont organiser régulièrement des sorties. Les photographes couvrent leurs sorties quotidiennes. Ils vont jusqu'à la plage avec leurs enfants, parfois, ou ils apparaissent devant les caméras de télévision. Le couple McCann est assez charismatique. Ils sont tous les deux médecins. Je crois qu'il y en a un qui est cardiologue, l'autre anesthésiste. On sent qu'il y a des gens intelligents et que dans l'épreuve qu'ils vivent, ils sont très dignes. Ils s'appuient aussi beaucoup sur leur foi. Une machine de communication se met en place et on voit arriver deux communicants et ils sont là pour vraiment faire écran et pour que ce qui va transparaître ou en tout cas sortir comme information de la part des McCann soit absolument maîtrisé. Ce qui renforce aussi le poids de cette histoire, c'est évidemment le rôle des parents de Maddy. Jerry et Kate McCann sont des acteurs de cette histoire. Les acteurs, déjà, ce sont les victimes. Faut pas l'oublier, mais ils ont aussi contribué à faire que cette histoire ait pris une résonance mondiale. Ils se mettent en scène dans leur souffrance, dans leur recherche, dans leur activisme, voilà. Donc c'est vraiment leur attitude qui est comme ça, leur choix.
Il y a un homme qui habite très près de l'Ocean Club avec sa vieille maman. Il a une trentaine d'années, il est divorcé, il est agent immobilier. Depuis le début de l'enquête, cet homme, à moitié portugais et à moitié anglais, aide les policiers comme traducteur. Il était sur les lieux dès le premier jour et a affirmé à une journaliste britannique qu'il voulait aider la famille par simple empathie. Lui qui a une petite fille du même âge que Maddie qui habite en Angleterre. On va se dire, mais il a l'air bien renseigné cet homme. Et il y a en particulier une journaliste, Laurie Campbell, qui va se dire à un moment, mais et si c'était lui ? L'homme devient le suspect numéro 1 dans l'affaire. La police portugaise l'arrête et fouille sa villa de fond en comble. Alors nous, de Lisbonne, on découvre ces fouilles en direct. C'est l'arrivée des enquêteurs dans la villa où il vit. Le moindre mouvement, la moindre porte qui s'ouvre, voiture qui sort de cette villa est guettée par les caméras. On va l'éloigner de sa maison et en profiter pour tout fouiller, vider sa piscine, retourner son terrain. Les rumeurs les plus folles circulent sur lui, des soupçons de pédophilie, etc. La piste ne donnera rien, même si entre-temps sa vie a été broyée puisqu'il a été surmédiatisé, sa vie a été surfouillée, enfin, c'était l'enfer, alors qu'il n'y avait vraiment rien du tout, rien. On n'a jamais véritablement cru à cette piste. Et aujourd'hui, je peux dire que ce fut une perte de temps. On subissait une telle pression qu'on a été forcé d'enquêter sur les pistes que certains voulaient qu'on suive. Plutôt que d'enquêter sur les parents, il fallait suivre un autre chemin, quel qu'il soit. C'était lié à cette pression médiatique, diplomatique et politique. L'Algarve, c'est une région réputée toujours très sûre. On n'a pas envie que cette histoire entache la réputation touristique de la zone. C'est un vecteur d'emploi, de ressources, de richesses qui est considérable pour l'Algarve, le tourisme. Donc voilà, il y a une espèce de pression pour qu'on résolve assez vite l'affaire. Très vite, l'affaire prend une dimension symbolique et politique très très forte. Pour moi, c'est simple. La pression politique a commencé dès le 4 mai, vers 8 heures du matin. J'ai entendu le consul britannique qui était au téléphone. Il disait à son interlocuteur que la police portugaise ne faisait rien. Quand les journalistes anglais sont arrivés à Praia da Luz, c'est l'idée qu'ils avaient. Les premiers jours, c'est vrai qu'il y a rapidement cette offre de coopération des enquêteurs britanniques. Lévi Fernandez, envoyé spécial pour l'AFP à Praia da Luz. Je pense que c'est vu dans un premier temps comme quelque chose de normal. Voilà, il s'agit d'une famille britannique, les policiers britanniques proposent leur aide. Avec le temps, au fil de l'enquête, c'est là où des tensions s'installent, il y a un certain malaise. Il y a l'idée peut-être pour les Anglais que les Portugais ne font pas leur boulot. Les McCann eux-mêmes, dans des interviews, vont le laisser entendre. Et du coup, c'est un peu la guerre de deux mondes. Et cette petite crise diplomatique ne va pas aider dans l'enquête. Les McCann, ils ont toujours dit que leur objectif, c'était de ne pas faire retomber l'intérêt médiatique sur les recherches de leur fille. Il fallait aller vite pour avoir le plus de chances de retrouver Maddie. Ils en font beaucoup. Ça provoque un malaise au Portugal parce qu'il y a une débauche d'argent. Au Portugal, évidemment, il y a déjà eu des enfants disparus. Jamais il y a eu autant d'attention autour de la disparition d'un enfant portugais. On se demande s'ils sont bien honnêtes, en fait, dans tout ça, parce qu'ils sont presque trop beaux pour être honnêtes. Les parents de Maddie remuent ciel et terre. Mais de leur côté, les policiers commencent à nourrir des soupçons contre les McCann. Ils trouvent leur attitude étrange. La femme qui résidait dans l'appartement juste au-dessus des McCann a déclaré que le 1er mai, 2 jours avant la disparition, vers 22 heures, elle avait entendu Maddie pleurer et appeler son père pendant près d'1h45. Donc elle était toute seule. La conviction de la PJ, c'est celle d'un décès accidentel
et que les parents ont voulu maquiller par un enlèvement, en fait, pour masquer leur incurie d'avoir laissé leur enfant seul pour aller dîner avec leurs amis au bord de la piscine. Au cours de l'enquête, on a appris que la petite disparue avait des problèmes pour dormir. La mère a fini par reconnaître qu'elle lui administrait un sirop, mais que selon elle, ce n'était pas un sirop pour dormir. C'est faux. Elle est médecin et elle sait que c'est un médicament souvent utilisé au Royaume-Uni pour faire dormir les gosses. Les jumeaux, qui dormaient dans les lits parapluies lorsque la PJ est arrivée, ne se sont pas réveillés malgré tout le bruit, donc ils étaient sous sédation. Et puis, il y a cette histoire de volet de l'appartement. C'est que Kate dit, quand je me suis aperçue que Maddie avait disparu, le volet était grand ouvert, la fenêtre était ouverte. Et ce volet, il s'ouvre que de l'intérieur. Et les seules empreintes digitales qu'on retrouve à l'intérieur, ce sont celles de Kate. Et sur cette fenêtre, il n'y avait pas de signe de forçage. Ce que nous avons ressenti, mes collègues et moi, c'est qu'on avait été dupés. Et la police va considérer qu'il y a aussi des incohérences dans les témoignages des amis, des parents de Maddie qui dînaient ce soir-là. Autre chose, le lit où dormait la petite n'était pas défait. Avec ses vêtements bien pliés dessus. Il n'y avait pas de signes, enfin des indices, indiquant qu'une enfant avait dormi là. Et nous sommes arrivés à la conclusion que tout cela était un scénario monté. Et c'est avec ces contradictions que nous avons avancé dans l'enquête. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Fanny Germain. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Joanna Lalonde, avec la voix de Julie Drey.